dans tes dents. Hello, c'est Margot. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Hello les amis, on se retrouve avec le 6e épisode de Dans tes dents. Alors on tenait avant toute chose à vous remercier chaleureusement avec Mathieu, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et ça c'est vraiment cool. Alors continuez à écouter, à en parler, à partager, à mettre des étoiles sur l'application de votre téléphone. C'est vraiment très rapide et ça nous aide énormément pour développer le podcast. Vous pouvez retrouver Dans tes dents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les autres plateformes d'écoute habituelles. Profitez de l'épisode, je vous laisse avec Mathieu. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une spécialité subtile et peu connue, c'est l'occlusodontie. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais l'occlusion dentaire est quelque chose qui vous impacte tout le temps. Ça vous impacte la journée, ça vous impacte la nuit, quand vous dormez, après une intervention chez votre dentiste, quand vous faites du sport ou encore quand vous stressez. L'occlusodontie, c'est l'art d'équilibrer les dents et de faire en sorte que les dents du haut et de celles d'en bas s'emboîtent parfaitement. Nous avons donc décortiqué ce sujet passionnant avec Étienne, le docteur Étienne Surinck, spécialiste en occlusodontie à Grenoble. Tout au long de cet entretien, Étienne nous a expliqué d'une manière concrète et imagée comment une malocclusion pouvait provoquer des maux de tête, des douleurs au cervical ou encore une mauvaise digestion. Pourquoi il essaye toujours de comprendre l'origine de la douleur chez un patient avant de le traiter. Comment la langue joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la bouche et du corps tout entier. Comment notre occlusion est influencée par nos habitudes quotidiennes. Nous avons essayé de répondre à toutes ces questions. Nous vous laissons donc maintenant avec Étienne. Bonne écoute les amis et surtout, prenez soin de vos dents. Bonjour Étienne. Bonjour Mathieu. Et comment tu vas ? Ça va bien. Ça me fait plaisir de te voir, hein. Ça me fait vraiment plaisir de te parler et de t'écouter aujourd'hui sur Dans tes dents parce que on a fait nos études ensemble. Ah oui, et même plus. C'était un beau moment, tu t'en souviens ? Et puis on a fait aussi un début de carrière ensemble, on a travaillé pendant un petit moment dans le même cabinet. Et après, chacun de nous deux a eu deux chemins un petit peu différents qui t'ont amené toi à l'occlusion, à cette spécialité de l'occlusio. Ce qu'on dit nous, dans le jargon des dentistes, l'occluso. Et en fait, ça parle des problèmes d'occlusion. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Étienne, c'est quoi l'occlusion, en fait, l'occlusion des dents ? Alors, l'occlusion, c'est la manière dont se retrouve, pour moi, l'arcade du haut, le maxillaire, par rapport aux dents du bas, la mandibule. Voilà. Donc, c'est la rencontre des deux. Ça se fait par l'intermédiaire des dents, du coup ? Quand on en a. Quand on en a. Parce qu'on n'a pas d'occlusion si on n'a plus de dents ? Alors, effectivement, on n'a pas d'occlusion, c'est une bonne question, mais la langue peut pallier certains défauts, s'interposer entre les deux. Et donc, il y a des systèmes pour arriver à ce que ça se ferme et qu'il y ait un pseudo-contact, dirons-nous. D'accord. Donc, en l'absence de dents, c'est la langue qui prend le relais. Oui. Putain, c'est génial. Et alors, du coup, on peut la recréer aussi, j'imagine, avec des prothèses ou avec des fausses dents. Oui, bien sûr. C'est ça le travail du dentiste, de tout dentiste, c'est de recréer des contacts avec les dents qu'on va remplacer. Alors, c'est pas toujours évident, mais le but est là. Ouais, de recréer la fonction de mastication au final. Oui, les dents, effectivement, elles sont là pour mastiquer, pour écraser les aliments, mais elles sont là aussi pour la déglutition. Elles servent à deux choses. Donc, ça permet un calage pour la mâchoire afin que la langue puisse s'élever et envoyer le bol alimentaire ou la salive en arrière. S'il n'y a pas cet appui sur les dents, les muscles en fait ont du mal à soulever la langue pour démarrer le trajet, ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. C'est le premier mouvement du péristaltisme. La langue, elle a besoin de cet appui solide avec les dents qui sont en contact. Donc le péristaltisme intestinal, c'est un mot qui est dur à dire d'ailleurs, c'est le début de tout le système digestif en fait. Voilà, c'est le début de la digestion et donc si on n'a pas les dents, effectivement la digestion elle est plus compliquée. Non seulement parce que c'est pas mastiqué, mais parce que la langue aura du mal à démarrer le mouvement. Donc ça, c'est un des premiers effets d'une mauvaise occlusion, ce qu'on va appeler une malocclusion. En fait. Oui. Il y en a d'autres aussi, des effets sur l'organisme d'avoir une mauvaise occlusion ?
Eh bien, il y en a beaucoup, il y en a énormément et ça va dépendre des individus. On n'a pas tous la même capacité à compenser, hein. Les défauts d'occlusion, ce qu'on va rencontrer le plus souvent en général, ça va être des douleurs cervicales, par exemple, des douleurs qui peuvent descendre un peu plus bas, ça peut être des maux de tête, ça peut être des acouphènes. Peut y avoir énormément de répercussions et donc ça va dépendre chaque fois des individus. Ah ouais, c'est un truc de dingue en fait. Ce que tu es en train de dire, c'est que si les dents s'emboîtent mal, on peut avoir, en fonction des individus, beaucoup de répercussions comme des maux de tête, des douleurs dans le dos, j'imagine, des douleurs musculaires, des acouphènes. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre alors? Alors là, c'est infini, tout ce qu'on peut avoir, parce D'accord. qu'il y a une infinité d'individus, une infinité de réponses, et il y a pas de réponse pareille sur les individus. Ça va de choses complètement hallucinantes, hein. Ça peut aller, par exemple, à des problèmes de fuite urinaire, Ah ouais. si vous voulez vraiment aller dans des choses bizarres, hein. On voit de tout, voilà, effectivement. Alors, C'est-à-dire que tu as déjà réglé, toi, des problèmes de fuite urinaire en réglant les dents? oui, oui, oui. Mais c'est un truc de Pas fou. volontaire, mais ça arrive que les gens après me disent ça va mieux depuis que je suis bien réglé. Voilà. Au final, c'est un petit peu comme quand j'entends ça, moi je fais tout de suite le lien avec l'ostéopathie, où quand tu t'arrives et que ouais, tu vois un ostéopathe, j'ai un peu mal au coude, il te règle ton genou droit et ton coude gauche va beaucoup mieux. C'est un peu ça en fait quand j'entends ça. C'est un peu ça. Alors quand même, ça s'appuie sur des données scientifiques, hein, parce qu'il y a des neuroanatomistes qui ont travaillé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le noyau du nerf trijumeau, c'est le nerf qui innerve tous les muscles de la mâchoire, des dents, va faire relais au niveau de la moelle épinière. Et dans cette zone, il y a plein de connexions, notamment avec tout le système sympathique, avec le nerf vague. Et c'est pour ça qu'on peut avoir, lorsque le nerf trijumeau est enflammé, qu'il y a des dysfonctionnements, des répercussions sur le nerf vague, sur le nerf 10, qui est responsable de tout le système sympathique autonome qui gère donc effectivement des problèmes comme la digestion, les problèmes cardiaques, des problèmes, ça peut aller aussi sur des problèmes de sommeil, ça peut aller, Ah ouais, comme on d'accord. dit tout à l'heure, sur des problèmes urinaires, des choses comme ça. Donc à la fois ça va jouer sur l'équilibre musculaire de l'organisme, à la fois sur l'équilibre neurologique alors? Oui, bien sûr. D'accord, ah bah c'est passionnant. Merci pour cette introduction parce que ça va soulever plein de questions et j'espère qu'on aura le temps juste dans cet épisode de Dans tes dents d'y répondre. Mais là, c'est dur pour moi de me canaliser parce que j'ai vraiment plein de questions quand je t'écoute, hein. Parce que même en étant de la partie, je tombe aussi des nues et je trouve ça absolument incroyable. Donc toi, aujourd'hui, tu as choisi de dédier ta vie professionnelle à cette spécialité. Oui. C'est ça? Comment on fait en fait? Est-ce que tu peux, pour débuter cette interview, nous raconter un peu ton histoire, ton parcours et comment t'en es arrivé là? Alors, au début, j'étais parti pour faire de l'esthétique, comme beaucoup de dentistes actuellement, c'est-à-dire que c'est un peu la tendance, ça a un côté plaisant. Et puis en soignant quelques personnes, en faisant des grosses réhabilitations, j'ai fait en fait un peu de dégâts sur certaines personnes. Alors, c'est-à-dire que souvent les dentistes ne s'en rendent pas compte, c'est-à-dire qu'ils minimisent leurs effets secondaires. C'est-à-dire que quand on a fait un beau traitement, on dit ah oui, vous avez mal au dos, bon bah ça peut arriver, allez voir votre ostéopathe, et on essaie de se fermer un peu les écoutilles pour rester vraiment dans notre spécialité et pas voir les dégâts qu'on fait, quoi. Ah ouais. Et Et déjà, il dit allez voir l'ostéopathe, c'est déjà pas mal. ouais, et moi, ça m'a interpellé, c'est-à-dire que les 2-3 personnes que j'ai soignées où j'ai vu des effets secondaires, je me suis dit, tiens, c'est quand même étrange. Et puis, ce qui s'est passé, en plus, c'est qu'il y a une des personnes que j'avais soignées qui est allée voir un occlusodontiste et qui a réglé les problèmes que j'avais créés. Voilà. Et je me D'accord. suis dit, c'est pas possible de soigner mes patients si je sais pas ce que je fais. C'est-à-dire, est-ce que si je suis pas capable de résoudre les effets secondaires que je crée. Voilà. Donc, je me suis intéressé à ça. Et, euh, et puis après, ça a été le début d'un tas de questionnements, de formation, parce qu'une fois qu'on commence à se poser des questions, on ne s'arrête plus. Et, euh, et puis voilà, après, on lit des bouquins de soi. Ouais. Mais c'est vraiment super, hein. C'est vraiment super, Étienne, parce que tu rentres dans la philosophie de Dans tes dents, c'est-à-dire que on va pas s'arrêter qu'à une spécialité ou à nos actes, on va observer le monde qui nous entoure, ce qui se passe chez nos patients, et du coup, ce que j'entends de toi là, c'est que tu es en perpétuelle évolution, quoi, en fonction de ce que tu t'observes chez tes patients et de tes traitements. Ok.
Donc du coup, en voyant ça, tu t'es dit, il faut que j'aille me former en occlusion. Oui. Et aujourd'hui, tu fais plus que ça? Ça représente on va dire les 2 tiers de mon activité. Ouais. Ouais. Les 2 tiers de ton activité, ok. Et alors, du coup, qui est-ce qui t'envoie c'est des dentistes qui t'envoient leurs patients ou c'est des patients qui viennent te voir comme ça? Alors en fait, le gros des gens qui m'envoient, c'est des ostéopathes, effectivement, parce que c'est les plus à même de sentir les tensions qui sont au niveau de la partie supérieure, hein, au niveau du crâne, et ils arrivent souvent à détecter d'où viennent les tensions. Ils ont quelque chose dans leurs mains, ils ont appris, et ils arrivent à sentir quand ça vient des dents. Ok. Et souvent, c'est des problèmes qui sont insolubles pour eux, parce que les dents, comme on déglutit 2000 fois par jour, même s'ils vont régler le problème, eh bien le lendemain, s'il y a un problème d'occlusion, les douleurs du patient vont revenir. Voilà. Donc, quand ils butent, c'est là où ils m'envoient les patients à ce moment-là. D'accord. Ok, d'accord, très bien. T'as beaucoup de dentistes aussi qui t'envoient des patients ou pas? Il y en a une petite partie, oui. Il y a quelques dentistes avec qui on échange beaucoup et qui m'envoient régulièrement des patients. C'est surtout pour des problèmes là, je dirais des problèmes de bruxisme, Voilà. parce que les reconstructions sont complexes et qu'ils ont un peu de mal ils veulent pas faire de bêtises, justement, comme on en a parlé. Et puis des problèmes d'articulation temporomandibulaire, donc c'est l'articulation de la mâchoire, qui est une articulation qui est un peu mystérieuse pour les dentistes, et ça fait partie des compétences de l'occlusodontiste. D'accord. Et alors, c'est quoi le bruxisme, Étienne? Alors, le bruxisme, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types de bruxisme. Il y a le bruxisme nocturne, qui est le plus connu, hein, ou celui où on grince des dents. Donc, on va user les dents l'une contre l'autre. Et il y a aussi le serrement de dents, qui en général est plus dans la journée, mais qui peut être aussi nocturne. Donc, on l'apparente au bruxisme par habitude, mais c'est pas du tout les mêmes effets. Ok. Voilà. Donc, soit on serre les dents, soit on grince des dents. C'est ça, en gros. Voilà, c'est ça. C'est 2 parafonctions, c'est-à-dire c'est 2 activités qui sont nuisibles, qui sont pas normales, hein, pour notre corps, et qui induisent des problèmes dentaires, musculaires, articulaires. Et, ok. Et ça, un occlusodontiste, il peut le gérer. En tout cas, il peut aider le patient à mieux le gérer. Alors on essaye, Ouais. on essaye parce que faut être humble quand même vis-à-vis de nos thérapeutiques. On fait bien ce qu'on peut, mais c'est effectivement pour moi, le principal motif de consultation en occlusodontie, c'est le serrement de dents. Ok. Donc le bruxisme. Ça c'est-à-dire comment, du coup, tu règles les dents, ça vient, ou tu les protèges avec des gouttières? Souvent, on dit, quand je vois des patients moi, qui bruxent, je leur demande s'ils sont soignés, ils me disent oui, c'est bon, j'ai fait une gouttière. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut faire autre chose? Alors, il faut savoir qu'il y a autant de types de gouttières qu'il y a de dentistes. Donc, on voit de tout. Il existe plein d'écoles différentes. Pour en avoir fait quelques-unes, avoir fait ma synthèse aujourd'hui, ce qu'il en ressort chez moi, c'est que les gouttières, c'est une partie importante du traitement, c'est vrai. Et ça va être une aide précieuse pour les dentistes. C'est-à-dire que ça permet déjà de pas faire mal aux gens. C'est-à-dire que quand on a une gouttière, on n'est pas nuisible. Enfin, je veux dire, si ça va pas, le patient l'enlève. C'est-à-dire que on reste dans ce qu'on appelle le primum non nocere des médecins. C'est-à-dire que quand on fait une gouttière, c'est que déjà, on fait peu de mal aux gens. Donc, en fait, ouais, il n'y a pas de risque à faire une gouttière, il y a zéro risque. On touche pas les dents, c'est ça? On n'a pas de risque sur les dents. Par contre, on peut induire des pathologies, si vraiment elles sont mal réglées, hein, on peut induire d'autres pathologies articulaires, musculaires, des tensions. Déjà, ça c'est une chose, c'est-à-dire qu'il faut quand même essayer de bien les régler, les gouttières, et quand on voit la difficulté, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde, effectivement, de bien régler une gouttière. Ça demande beaucoup de travail, ça demande du temps, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à la va-vite. Ensuite, dans les traitements pour le bruxisme, c'est une petite partie, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est essayer chez le patient de comprendre d'où vient son bruxisme. C'est-à-dire que la gouttière, ça va juste être un amortisseur, ça va être quelque chose pour passer un cap, mais c'est en aucun cas un traitement complet. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de traiter la cause à l'origine de ça. Donc ça peut être par exemple des sources de tension multiples qu'il y a dans le corps qui peuvent induire ce serrement de dents. Ça peut être du stress, ça peut être des problèmes d'estomac, ça peut être des problèmes d'apnée du sommeil, ça peut être... On a énuméré tout un tas de causes, et c'est justement le but de l'occlusodontiste de chercher quand même quelle est l'origine de ça. Et après, la gouttière, elle va venir aider le traitement à temporiser, mais c'est qu'une infime partie du travail.
Ok, bon, alors on entend plein de choses là. J'ai entendu, c'est génial. Merci beaucoup Étienne pour ton retour. J'ai entendu que l'occluso c'était quand même quelque chose de très 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 complexe. En tout cas, même sur la gestion d'une gouttière, ce que tu dis, c'est il y a plein de gouttières différentes, il y a plein de dentistes qui font des gouttières de différentes façons, etc. Est-ce que tu crois aujourd'hui, en 2020, que l'occlusodontie ou les problèmes, je dirais, complexes, les plus complexes, doivent être mis dans les mains des spécialistes en occlusodontie? En tout cas, pour avoir, si on est humble un petit peu, il me semble que quand on démarre, on se rend vite compte de nos limites. Et je pense que quelqu'un qui est expérimenté, qui fait ça toute la journée, sera plus à même de vous soigner que quelqu'un qui démarre dans sa pratique ou qui fait ça de manière ponctuelle. Donc, c'est vrai que si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez une pathologie, allez plutôt voir un spécialiste, même si votre généraliste vous connaît mieux. Voilà, mais du coup, ce que tu disais, c'est qu'il y avait beaucoup d'ostéopathes qui t'envoyaient des patients. Au final, pas tant de dentistes que ça, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça veut dire qu'aussi dans notre profession, on a un gros travail à faire de délégation des problèmes d'occlusion, peut-être. Oui, ou alors plutôt de formation des praticiens. Parce que l'occlusion, elle est partout. Quand un dentiste vous fait une carie, quand il met un plombage, quand un dentiste vous met une couronne, un dentiste vous met un appareil, il fait de l'occlusion. Donc, les praticiens doivent être un peu plus formés, je pense, que ce qu'ils ne sont actuellement en occlusodontie. Voilà. Donc, je serais plus pour que tout le monde soit formé à ça, parce que sinon les occlusodontistes vont être débordés. Ouais. Et pour éviter effectivement que les dentistes continuent d'être iatrogènes, je pense que. Et oui, parce que en fait, dès qu'on fait un petit soin, dès qu'on touche à une dent, à la surface qui rentre en contact avec les dents du haut ou du bas, on modifie l'occlusion. Oui. Parce que on est capable de sentir des différences extrêmement fines au niveau des dents. Voilà, une dent, on a tous fait l'expérience, on sent un grain de sable quand on est en train de manger quelque chose. On a des perceptions qui sont de l'ordre ça dépend selon les personnes, mais on peut arriver selon les dents, à 10 microns de perception. Donc, faut pas s'imaginer que le dentiste a une précision de 10 microns. Donc 10 microns, c'est 1 mm divisé par 10, par 100. Par 100, ouais. Par 100, pardon. Donc 1 mm divisé par 100. Ah ouais, donc c'est vraiment tout petit, quoi. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est par exemple le papier bleu qu'utilisent la plupart des dentistes. Celui qui est le plus vendu, c'est le papier qui fait 100 microns. Et imaginez-vous, nous, avec les dents, on sent 10 microns au mieux. Donc, vous voyez un peu le gap qu'il y a. C'est-à-dire que le dentiste, son outil, il est 10 fois plus imprécis que ce que vous pouvez sentir. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, il va pouvoir jouer limite que, si je fais un raccourci très simple, que sur 10% de la sensation totale, quoi. Oui, c'est ça. En général, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire en sorte que votre nouvelle dent ne touche pas. Ah oui, d'accord. Mais là, par contre, ça va avoir des répercussions. Oui, on va le voir que si jamais c'est une dent un peu pilier qui est support de la plupart des charges, c'est ce qui arrive souvent, et le lendemain ou quelques jours après les soins dentaires, on se rend compte de modifications dont on ne fait pas forcément le lien, mais ça peut être un torticolis, une douleur à l'épaule, un maux de tête. Et puis en fait, c'est votre corps qui essaie de chercher une solution et de s'adapter. Donc, si jamais il va finir par s'adapter, votre douleur va passer. C'est-à-dire que soit la dent va pousser, soit votre schéma corporel va se modifier. Et si ça ne se modifie pas, eh bien, votre douleur va persister. Ouais. Ah ouais, incroyable. Là, je me rappelle, je t'en avais parlé à l'époque, je m'étais fait faire un composite, donc un petit soin classique. Et juste après, j'étais allé m'entraîner. Et je me souviens, je faisais, à l'époque où j'y arrivais, maintenant je suis un peu trop vieux pour ça, je faisais le poirier contre un mur au CrossFit et je faisais des pompes comme ça. Et là, j'ai eu une douleur violente tout de suite dans le temporal d'un côté. Et tu m'as dit à ce moment-là, bah oui, mais tu viens d'avoir un composite, c'est complètement cohérent, quoi. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Ok. Dans tes dents. Les soins dentaires sans langue de bois. Du coup, moi, je m'intéresse surtout aussi à ta spécialité. Bon, concrètement, moi, je suis un patient lambda, je suis adressé par mon dentiste ou mon ostéopathe parce que, je sais pas, j'ai mal à la tête ou j'ai toujours des migraines à gauche et je sais pas d'où ça vient, etc. Je viens te voir. Comment ça se passe ? Comment une consultation chez toi fonctionne ?
Alors, en général, je vais envoyer un questionnaire pour gagner un peu de temps parce qu'il y a énormément de possibilités, comme on a dit, d'origine du problème. Donc, on va essayer de mieux comprendre la pathologie, son historique. Et pour vraiment gagner du temps, on envoie un questionnaire qui retrace un peu toute l'origine de cette douleur et puis des autres douleurs qu'il y a eu dans le corps pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un examen, une anamnèse complète. Donc c'est quel type de question, par exemple, depuis quand vous avez mal, c'est ça? Qu'est-ce qui vous déclenche les douleurs? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des douleurs ORL? Est-ce que vous avez des maux de tête? À quelle fréquence? Est-ce que vous avez des douleurs au niveau du dos? À quelle fréquence? Quelle intensité? Est-ce qu'il y a des choses qui les améliorent? Est-ce qu'il y a des choses qui les aggravent? Est-ce que après ça va partir d'une question, par exemple, au niveau de la vue, Ouais. la qualité de la vue, le problème, des problèmes. Tu es obligé de t'adapter au final tout le temps au patient que tu as en face de toi, quoi. C'est centré sur lui de toute façon. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on va essayer d'aborder la chose dans l'individu le plus possible dans sa globalité, quoi. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus les dents là, parce que pour moi elles sont un épiphénomène, mais c'est plus l'individu qu'on va soigner. On va faire de la médecine dentaire, hein. C'est plus du tout du réglage très ponctuel sur les dents. D'accord. Donc une fois qu'on a essayé d'avoir une petite idée d'où peut venir le problème, hein, de regarder la sphère qui est touchée, eh bien on va faire un examen clinique par lequel on va essayer de regarder avec des tests si en corrigeant la partie qui nous paraît sensible, qui nous paraît déréglée, est-ce qu'on arrive à améliorer certains tests au niveau du patient. C'est-à-dire, je donne un exemple. Est-ce que, par exemple, la posture est souvent un bon indicateur de problèmes de tension? Donc, si vous avez un patient qui a des douleurs cervicales, par exemple, toujours d'un même côté, à droite, et qu'on voit qu'il a un port de tête qui est décalé ou une posture qui est décalée sur la droite, est-ce qu'en mettant une cale au niveau des dents, du côté qu'on pense qu'il y a un problème, est-ce qu'on remarque tout de suite un changement dans sa posture qui pourrait améliorer son problème cervical? Voilà. C'est ce genre de test qu'on fait pour se donner une idée du problème. Donc en fait, l'examen clinique que tu réalises, il va très très loin. C'est un examen du corps tout entier, de toute la posture de l'organisme. Oui, effectivement. Ah oui, d'accord. Ouais, je me souviens quand j'étais venu te voir, tu regardais ma voûte des pieds, tu regardais, tu me faisais tenir les bras écartés, etc. Enfin, plein de trucs auxquels moi j'y comprenais rien, mais j'ai trouvé ça absolument génial. Ok. Et une fois que tu as diagnostiqué ou là où tu pouvais intervenir, donc tu vas proposer quoi? Des gouttières, des retouches de prothèses, des retouches... Alors, on va dire que on essaie le plus possible d'être le moins invasif, hein. Il y a un gradient thérapeutique. Donc, en fonction de ce que j'ai trouvé, quelquefois, c'est pas forcément les dents. C'est-à-dire, quelquefois, ça peut être juste de l'orthopsie, une correction au niveau des yeux. C'est-à-dire qu'on envoie chez un orthoptiste qui va rééduquer l'œil pour modifier la posture. Et quelquefois, les douleurs qu'on pensait être au niveau des dents viennent juste à côté, elles viennent de l'œil, hein, à l'origine. Donc, il faut bien pas se tromper sur ce par quoi on va commencer. Ah ouais, d'accord. Quand on a déterminé que ça vient vraiment des dents, que le problème est d'origine dentaire, il y a différentes choses. C'est-à-dire que soit le problème il vient réellement d'un déséquilibre dentaire, ce qui est peu souvent le cas. Soit il vient plutôt d'une exacerbation des contacts dentaires. C'est-à-dire que je me fais une petite image pour que vous compreniez. C'est l'image d'un sportif qui a un caillou dans la chaussure. La mauvaise occlusion, c'est le caillou dans la chaussure. Si vous êtes assis devant votre télé toute la journée, il y a peu de chances que le caillou dans la chaussure vous gêne. Si vous faites du marathon, le caillou dans la chaussure, il va vite devenir un gros problème. Donc, ce qu'on va essayer dans un premier temps, c'est de voir si c'est plus intéressant d'enlever le caillou ou si c'est plus intéressant de conseiller un peu de repos à la personne et qu'elle reste un peu devant la télé. D'accord. D'accord, ok. Donc, alors, du coup, toi, tu fais quoi? T'enlèves le caillou ou tu dis à la personne de plus bouger? Alors, j'ai commencé par enlever les cailloux. Et plus ça va, plus je trouve que c'est compliqué. Et parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équilibre qu'on recherche dans l'occlusion, c'est comme si vous essayez d'équilibrer une table qui a 14 pieds. Hein, puisqu'il y a 14 dents dans la bouche et 14 en bas, 14 en haut. Vous avez vu déjà la difficulté qu'on a pour équilibrer une table qui a 4 pieds. C'est plus facile d'équilibrer une table qui a 3 pieds. Mais alors, quand on a 14 pieds, c'est d'une difficulté... les gens s'arrachent les cheveux et c'est pour ça que personne ne comprend rien à l'occlusodontie. Parce que ça bouge dans tous les sens et il y a toujours un petit roulement.
Donc, vouloir une occlusion parfaite, pour moi, c'est utopiste. D'accord. Donc, on va essayer de s'approcher de quelque chose de correct, c'est-à-dire qu'on va enlever les gros cailloux dans la chaussure, mais peut-être pas les petits. D'accord. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. Et après, surtout, ce qu'on va recommander, c'est d'avoir des forces normales dans la bouche, c'est-à-dire on va plutôt conseiller du repos aux gens et qu'ils arrêtent le marathon. Parce que tu t'associes ça, quand tu dis marathon, c'est quoi? C'est des gens hyperactifs, en sur-régime, qui travaillent trop, qui bougent trop Non, pour moi, c'est le serrement de dents, justement, c'est là le gros problème. C'est-à-dire que normalement, un individu qui a une fonction normale, il serre des dents au cumulé environ 2-3 minutes par jour. C'est-à-dire si on fait la somme des 2000 contacts de déglutition, qui sont instantanés, qui sont vraiment ponctuels, au final, on a un contact en cumulé qui est très faible. Et notre mâchoire, elle n'est pas faite pour travailler beaucoup plus, en fait. Au niveau c'est des forces très importantes sur de courtes durées. Quand quelqu'un serre des dents, qu'il a une parafonction, qu'il exerce des tensions importantes, qui serre, on peut avoir au cumulé des sommes qui sont de l'ordre de 3, 4, 5 heures de contact par jour. Et là, eh bien, le petit caillou dans la chaussure, il devient énorme. C'est-à-dire le petit défaut d'occlusion, il va s'amplifier de manière très importante et créer des maux de tête ou des douleurs cervicales. D'accord. Donc, il vaut mieux essayer de prendre conscience qu'on serre des dents, de résoudre ce problème qui est lié en partie au stress, à la vie qu'on a aujourd'hui, à des mauvaises habitudes. Eh bien, en arrêtant cela, on a de meilleurs effets que si on essaie de régler les gens. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas enlever les gros cailloux, mais on a un meilleur impact en changeant les habitudes des gens. D'accord, ok. C'est intéressant parce que là, en plus, d'ailleurs, je le dis pour les auditeurs, on s'enregistre à distance à cause de la période de confinement qu'on est en train de vivre. Période un peu étrange. C'est intéressant peut-être, on verra le retour, mais ou chez nos patients ou chez nos amis, d'avoir les répercussions physiques. Peut-être qu'il y a des douleurs de dos qui vont disparaître pendant un moment, ou des douleurs ou du bruxisme qui va s'arrêter, etc. Puisqu'on sera un peu mis sur pause, en fait. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Ça dépend des gens. Okay. Je pense que cette période aussi, elle est propice à beaucoup de stress pour pas mal d'individus. Je pense que le fait d'être confiné, de ne pas pouvoir sortir, d'angoisser un peu sur ce qui va se passer, sur le travail à venir, on a beaucoup d'interrogations. Et pour moi, c'est plus une source de stress en ce moment de rester à la maison que vraiment d'un lâcher prise complet, quoi. Et je pense qu'on est beaucoup de Français dans cette situation. D'accord. En tout cas. Ok. Ok. Et donc du coup, c'est-à-dire que tu conseilles à tes patients de pratiquer des activités physiques douces, de la méditation, bien sûr, de la relaxation, des étirements. Alors on a tout un panel de propositions thérapeutiques pour les gens, et en fonction de la sensibilité, chacun va choisir ce qui lui correspond. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va peut-être être le yoga. Il y en a, ça va être la méditation. Mon assistante est formée en sophrologie. On va proposer des séances de sophrologie. Et puis, il y en a qui sont plus sensibles à de la phytothérapie, à des choses plus, par exemple, à un effet médicamenteux, qui sont plus sensibles à ça. Donc, on interroge les gens et on va essayer d'aller chercher, en fonction de leur sensibilité, ce qui leur correspond mieux. D'accord. Ok, donc c'est quand même passionnant. Ça ouvre en fait un champ du possible à notre profession qui est incroyable, quoi. Et donc, parce que c'est vrai que pour des problèmes d'occlusion, on a souvent tendance à entendre qu'il faut soit refaire des prothèses ou soit même faire de l'orthodontie, donc déplacer les dents pour les remettre dans le bon axe. Alors évidemment, là-dessus, ton point de vue m'intéresse énormément. Oui. Alors, j'ai rien contre l'orthodontie, je trouve que c'est une très belle spécialité, mais là encore, ça me paraît un peu utopiste de vouloir régler un problème d'occlusion en changeant toutes les positions des dents sur un terrain qui est déjà douloureux et sensible. Et ce que je vois, c'est que chez les adultes qui entreprennent de l'orthodontie, souvent ça a tendance à exacerber leur douleur, ne serait-ce que pendant le traitement déjà, et qu'il y a une partie importante des gens qui ne s'en remettent pas non plus. C'est-à-dire que il y a beaucoup de casse et d'effets secondaires. C'est ça, ce qu'on appelle après des dysfonctions crânio-mandibulaires qui apparaissent après les traitements d'orthodontie. Donc, c'est une question complexe. Pour vous donner une image, faire de l'orthodontie, c'est vous avez une maison qui ne tient pas très bien, qui s'écroule, et il y a quelqu'un qui vous dit je vais vous faire une nouvelle maison toute neuve, mais juste en déplaçant les murs.
Voilà, donc il y a un moment donné, ça va s'écrouler à un endroit. Vous allez avoir des forces qui vont faire que s'il essaie de pousser un mur pour le redresser, euh, si le toit est un peu branlant, il y a de fortes chances que le mur s'écroule pour moi. Voilà. Et je pense que c'est un peu risqué. Et c'est vrai que excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Par contre, pour moi, la bonne attitude à avoir, c'est avant de démarrer le traitement d'orthodontie, parce que des fois, il y a des cas qu'on peut pas résoudre autrement parce que c'est trop complexe. C'est pour ça que j'ai pas dit que je n'étais pas contre, il y a des cas qui ne peuvent se régler que comme ça. Il faut entreprendre d'abord un traitement pour normaliser les tensions musculaires. C'est-à-dire que vous allez faire rentrer un patient dans un phénomène douloureux, sensible, et il faut qu'il soit bien détendu avant pour pouvoir démarrer un traitement d'orthodontie. Ça viendrait à personne à l'idée aujourd'hui quand il y a de la chirurgie la chirurgie par exemple des genoux, des choses comme ça, de pas faire de kiné avant ou après pour remuscler le genou. Eh bien, en orthodontie, c'est le seul endroit où on démarre des gros traitements, on va casser les gens, et sans qu'il y ait de rééducation ni avant ni après pour essayer justement de régler les problèmes. Ça me parle énormément parce qu'il y a quelques mois, je me suis fait opérer de l'épaule. J'ai eu 3 mois de kiné avant et tout de suite après, 3 mois de kiné aussi. J'ai vraiment eu le sentiment de cette prise en charge et de se préparer à l'intervention et avant et après. Et je trouve qu'effectivement, comme toi, dans notre métier, on le fait pas assez, quoi. Mais ça va même à l'orthodontie, mais ça va, je dirais même pour les grosses réhabilitations prothétiques, implantaires, etc. Moi, je partage entièrement ton point de vue, c'est passionnant. Donc ce que tu dis, c'est évidemment l'orthodontie, oui, mais avec une préparation, une diminution des tensions musculaires avant. Ouais, c'est ça. Oui. Pour faire simple. C'est ça. Mais et du coup, là, on parle surtout pour l'orthodontie qui concerne les adultes. Et pour l'orthodontie qui concerne les enfants, alors du coup, est-ce que tu penses qu'il faut intervenir ou pas du tout d'un point de vue occlusal avant ou après ? Alors, pour les enfants, dans l'idéal, ce serait pareil. Alors, on a de la chance, c'est que les enfants, ils ont une certaine plasticité, et c'est pour ça qu'on n'a pas tant de dégâts. C'est-à-dire que la plupart des enfants, des adolescents, ils ont ce qu'on appelle des systèmes tampons qui sont pas encore saturés. C'est-à-dire que ils peuvent compenser avec des modifications posturales et le squelette peut encore un peu se modifier, les organes. Et donc, même si vous forcez un peu, ça va passer. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une partie des individus qui vont rester sur le carreau avec des traitements d'orthodontie. Et pour moi, on pourrait le diagnostiquer avant. Donc, c'est, par exemple, peut-être ne pas entreprendre des traitements d'orthodontie chez des enfants qui ont déjà beaucoup de scoliose, qui ont des problèmes de croissance, qui ont des difficultés, on va dire, d'adaptation générale, parce que vous allez induire de nouveau une tension quelque part. Mais quand je dis des difficultés d'adaptation, ça peut être aussi des difficultés psychiques, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez un grain de framboise coincé entre les dents, ça rend fou. Et si vous rajoutez ça à quelqu'un déjà de fragile, eh bien, vous rajoutez une tension supplémentaire. Donc, il y a des individus qui sont fragiles et qu'il faut peut-être pas pousser dans le vide. Et quelqu'un qui est en bonne santé, toujours pareil, pourra s'adapter à un traitement d'orthodontie et avoir de jolies dents. Voilà. Mais je pense qu'il faut bien choisir à qui on a affaire au départ, c'est-à-dire plus individualiser nos traitements et surtout les prendre le plus tôt possible. Parce que plus vous le prendrez tôt, plus vous aurez des systèmes d'adaptation, des systèmes qui vont pouvoir se faire au niveau de votre corps. Et moi, je ne serais pas contre démarrer les traitements d'orthodontie le plus tôt possible. Alors, c'est une orthodontie qu'on appelle plus fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on va rééduquer la fonction, mais dès 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est là où on a les meilleurs résultats. C'est vrai qu'on a fait un podcast avec une consoeur orthodontiste, un super podcast que je te conseille d'écouter. Et dans la philosophie des orthodontistes, déjà, ils intègrent les patients de plus en plus tôt qu'avant, par rapport à avant, ça c'est clair. Mais toi, tu y vas encore plus, quoi. C'est-à-dire que tu dis, voilà, il faut y aller à 1 ou 2 ans, quoi, directement. Oui, alors, je pense que c'est là où les dentistes et éventuellement les pédiatres ont un peu de travail à faire pour arriver à diagnostiquer de manière très précoce les problèmes fonctionnels qui vont induire des désordres dentaires. Donc, par exemple, c'est la respiration, c'est quelque chose de fondamental dans le placement des dents, puisque ça va induire beaucoup de choses au niveau de la croissance. Et c'est quelque chose de... Ouais, je te coupe, excuse-moi, pour que les gens comprennent bien. Quand on parle de les faire venir petits, c'est pas pour leur poser des bagues à 1 ou 2 ans. Oui, c'est ça. Des fois, c'est juste donner un petit coup de pouce, un petit appareil qui va aider à reprendre une fonction normale. Ça peut être, par exemple, j'ai un cas qui est assez marquant puisque j'ai rencontré il n'y a pas longtemps des enfants trisomiques
chez qui on place des appareils au palais dès la naissance, pratiquement le plus tôt possible, avec une petite perle au palais pour que l'enfant joue avec sa langue, avec la perle qu'il a au palais. Ça va permettre d'élever la langue et de la muscler, et ça aide énormément la croissance normale et le développement de ces enfants trisomiques. Et on a remarqué une amélioration énorme des résultats pour eux, et c'est vraiment une chance, ces enfants, s'ils peuvent aller voir l'orthodontiste dès 1 an pour leur développement. D'accord, ok. Donc c'est pas grand-chose, c'est un petit appareil avec juste une perle au palais, c'est pas des bagues, ils n'ont pas de dents, hein, ils ont encore qu'un palais à cet âge-là, donc vous voyez, c'est juste pour ce qu'on appelle de l'orthopédie dentofaciale, c'est de la croissance à cet âge-là, on va aider de la croissance. Ok, merci, parce que c'est absolument passionnant. Et ça m'amène aussi à une question, je voudrais avoir ton point de vue, parce qu'en ce moment, il y a un effet de mode, je sais pas si tu vois ce dont je veux parler, mais on voit beaucoup de gens avec des petites gouttières invisibles qui déplacent les dents. Pour pas les nommer, hein, mais bon, tu vois de quoi je parle. Du coup, je voulais savoir ce que tu en pensais et quel impact ça pouvait avoir par rapport à des bagues. Est-ce que c'est mieux, moins bien, ou c'est la même chose, d'un point de vue de l'occlusion, évidemment. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, quand on porte une gouttière comme ça qui va déplacer les dents, elle n'est pas réglée en occlusion. C'est juste, elle est posée sur les dents. Et quand vous allez essayer de serrer les dents, ça va induire de toute manière un désordre. Alors, ça induit des problèmes, toujours pareil, chez les gens qui sont sensibles. Chez les gens qui ont des problèmes articulaires, qui ont des problèmes de serrement de dents, vous allez aggraver des pathologies. Par contre, chez les gens qui sont sains, qui n'ont pas de problème, le traitement va se passer sans encombre et vous n'aurez pas de soucis. C'est un peu plus difficilement contrôlable, le problème d'occlusion avec ces gouttières. Et je pense que j'en ai aucune idée, mais je pense qu'on ne doit pas avoir beaucoup plus de soucis qu'avec les appareils. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait abandonné ce genre de gouttière. C'est que ça fonctionne. Et puis, le corps est bien fait. C'est-à-dire que quand il voit que ça ne s'emboîte vraiment pas, eh bien, quelquefois, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que ça permet... le patient, il a comme un système d'alerte qui dit « ne serre pas tes dents, de toute manière, elles ne se touchent pas bien ». Donc, des fois, vous pouvez... Ça peut passer comme une lettre à la poste. Donc, on voit tout, hein, effectivement. Ça peut relâcher les muscles, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau se dit... c'est comme quand vous mâchez sur un caillou dans la salade, clac, quand ça appuie sur un endroit, il se dit « c'est pas normal » et vous relâchez les muscles. Donc, je pense que ça peut fonctionner sur ce système et provoquer aussi un relâchement. Hein. C'est pour ça que même des fois, des gouttières très mal réglées vont avoir un bon effet sur ce principe. Hein. D'accord. Bon, ok, c'est super. Donc, en fait, on va appliquer le même principe, c'est-à-dire on se relâche, on fait un travail de détente musculaire, le faire au bon moment où l'organisme est capable de l'accepter. Il se passera la même chose qu'un traitement orthodontique classique, quoi. C'est ça ? Ouais. Ok, très bien. Écoute, c'est absolument passionnant, cette discipline que même si j'ai été un petit peu formé, enfin comme tu le dis, très très peu, je pense que tu as raison quand tu dis que au niveau de notre formation initiale, on devrait être plus formé. Mais bon, il faut aussi avouer que des gens comme toi, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui s'y connaissent en occlusodontie, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, est-ce que tu es au fait de la recherche dans ce domaine ? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent dessus ? Est-ce qu'il y a des essais cliniques ? Est-ce que c'est très empirique ? Est-ce que c'est lié à l'expérience du praticien, etc. Est-ce que les choses évoluent, tout simplement ? Oui, les choses évoluent. Il y a des comités scientifiques dans chaque pays qui travaillent dessus, qui continuent de faire des recherches. C'est une discipline qui est assez ancienne quand même. L'occlusodontie, c'est pas nouveau. On a l'impression que des fois, ça tombe du ciel, mais ça fait très longtemps que les gens cherchent, qu'il y a des essais. Le problème, c'est que c'est d'une telle complexité que ça n'avance pas très vite. Effectivement, il y a des concepts qui arrivent et puis rapidement ils sont déplacés ou réduits à néant par de nouveaux concepts et il y a un ping-pong qui se fait. On est encore au stade où on patauge un peu, il faut le dire. Ok, mais c'est vrai que pour que les gens comprennent bien, aujourd'hui, moi je me rends compte que nos plus gros échecs, c'est des dents qui se fissurent, par exemple, ou même nos amis implantologistes, ils ont des échecs sur des prises d'ostéo-intégration d'implants. Et souvent, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a un désordre occlusal sur cette dent où elle prend beaucoup de charge, quoi. Donc, qu'est-ce que tu penses est-ce que quand tu dis, bon,
On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout si l'équilibre est bon, etc., pour chercher des désordres occlusales. Mais s'il manque des dents au patient, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? S'il te manque 1, 2 molaires, est-ce qu'il faut absolument les remplacer pour rééquilibrer ? Ou est-ce qu'on peut se permettre de garder des trous ? Voilà, ton point de vue là-dessus est important parce que, d'un point de vue de l'occlusion, on va avoir un impact, mais 2, on comprend tous que si on a moins de molaires pour avoir les mêmes charges occlusales, eh ben, les petites molaires qui vont rester, elles vont peut-être durer moins longtemps. Oui, bien sûr. Je pense que plus on a de dents, effectivement, plus on est protégé. Chaque dent, elle est à l'image de ses voisines, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des dents, elles sont un peu comme un entonnoir. Chacune des dents a une forme d'entonnoir et elle va guider la mandibule, c'est-à-dire la mâchoire, dans une certaine position pour que ce soit une position d'équilibre. Si vous en perdez une, normalement, les 13 autres groupes, ou les 15 si vous avez vos dents de sagesse, elles peuvent compenser parce qu'elles-mêmes sont des images, elles sont exactement dans la même position, les cuspides ont le même angle, les pointes et les creux sont orientés de la même manière. Ce qui veut dire que au bout d'un certain temps, quand il vous en manque trop, eh bien, vous avez un risque de dérapage de la mâchoire et que votre position soit altérée. Parce que les dents peuvent bouger et vous n'avez plus assez de piliers. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'après, vous allez avoir des systèmes relais qui vont vous donner un coup de main. C'est-à-dire, comme je l'avais expliqué en début, la langue, elle peut participer à cet appui, à venir compléter. C'est pour ça que dès que vous avez un trou, la langue vient dans le trou pour essayer de combler l'espace et déjà pour faire le vide et puis pour aider à l'équilibre. La langue, quand elle se tord, la langue, c'est une toile, elle est accrochée, c'est 13 muscles, elle est accrochée au cervical, elle est accrochée aux omoplates, elle est accrochée à l'osioïde, elle est accrochée à la base du crâne. Et quand vous tordez la langue pour déplacer ça, vous tordez tout votre corps. C'est systématique. Donc, quand vous avez toutes les dents, eh bien, vous avez moins de chances d'avoir le corps tordu, effectivement. Il y a des gens qui vont bien l'accepter et d'autres moins. Si vous êtes de ceux qui acceptent peu de choses, parce que vous avez déjà un peu rigidifié, dirons-nous, par les accidents de la vie, eh bien, il vaut mieux avoir toutes vos dents, ça évitera beaucoup de soucis. Alors, si vous n'avez pas de dents, par exemple, quand vous met des dents, il faut qu'elles se touchent, qu'elles aient un contact, qu'elles servent d'appui, qu'elles touchent en même temps que les autres. Ça va aider à cet équilibre. Si on vous met des dents pour vous mettre des dents et qu'elles ne touchent pas, et que ça fait comme si vous n'en aviez pas, elles n'ont pas d'intérêt. Ça, il faut bien en avoir conscience. Même si on vous met des dents, quelquefois, il peut arriver que le praticien, par méconnaissance, fasse quelque chose qui ne touche pas ou qui touche trop, et vous pouvez avoir le problème qui est dans l'autre sens, qui peut arriver. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe et que ça demande du temps pour être fait comme il faut. Et donc pour toi, par exemple, est-ce que tu enlèverais des dents de sagesse qui n'ont pas d'antagonie, c'est-à-dire qui n'ont pas de dents en face et qui évoluent dans le vide, qui ne rentrent pas en occlusion, par exemple ? Il y a des chances qu'un jour, elle crée un souci. Parce qu'effectivement, dans les mouvements, dans l'approche de la mécanique de la mâchoire, si vous avez des dents qui sortent beaucoup, qui sont en dehors, ce qu'on appelle du plan d'occlusion, c'est-à-dire de l'espèce de planisphère où toutes les dents sont alignées, il y a des chances qu'elles accrochent pendant ces mouvements de mastication et qu'elles créent, en fait, par une sorte d'évitement, des tensions musculaires. C'est-à-dire, en fait, votre corps va se contracter pour éviter que les dents se cognent et vous allez induire de nouveau des tensions musculaires et comme on l'a vu, après toute une série de problèmes. Donc oui, des dents qui sortent du plan d'occlusion, des dents qui sont trop déplacées, malheureusement souvent il faut soit faire de l'orthodontie, donc c'est là où c'est utile, soit les extraire. Ok, passionnant. Merci pour ces points de vue qui sont intéressants et nuancés. C'est pas toujours le cas chez tous les professionnels de santé, donc c'est une preuve de sagesse de ta part, donc c'est vraiment enrichissant d'échanger avec toi, je te remercie. Et pour rebondir aussi sur le dernier point, tu es d'accord aussi, le message que je voulais faire passer, pour le rappeler, c'est aussi, s'il vous manque des dents, prenez soin des dents qui vous restent en les renforçant avec d'autres dents à côté. Oui. Tu es d'accord pour ce... Ok. Bon, nickel, merci de valider ça. Ok, super Étienne. Tu sais ce que j'aimerais Étienne, c'est que dans 10 ans, j'aimerais qu'on refasse un podcast sur ce sujet-là parce que je sais que tu auras complètement changé et évolué. Parce que moi, je t'ai vu comme on a fait nos études ensemble, donc je t'ai vu évoluer et à chaque fois, tu m'apprends de nouvelles choses et tu me fais évoluer aussi de la même façon. Donc rien que pour ça, écoute, j'ai envie de te dire un grand merci.
Je te remercie, j'espère que je serai là. Bah oui, moi aussi, bien sûr. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour d'un point de vue des problèmes d'occlusion. C'était absolument génial de voir aussi que cette dentisterie, elle évolue, que beaucoup de choses évoluent et que, oui, il nous reste encore un beau et grand chemin à parcourir pour prendre soin de nos dents. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir pris de ton temps sur ce temps de confinement pour avoir échangé ensemble. Je tenais aussi à remercier Margot pour avoir organisé aussi ce podcast et Pauline qui s'occupe du montage. Je te fais un gros bisou, Étienne, et puis j'espère qu'on se reverra très très vite. Au revoir, Mathieu. Merci pour tout. Allez, bisous. Bravo pour votre curiosité si vous regardez le podcast. Ouais, exactement. Faut se solliciter. Déjà, ils tiennent pendant presque une petite heure pour parler que des dents. Donc, c'est absolument génial. Et merci beaucoup, évidemment, à tous ceux qui nous écoutent. Gros bisous, Étienne. Gros bisous à tous. Au revoir, Mathieu. Merci pour votre attention et votre écoute. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si l'on doit retenir 3 choses importantes de cet échange, c'est que, premièrement, des problèmes d'occlusion peuvent provoquer d'autres problèmes à distance dans le corps humain. Deuxièmement, il n'y a pas d'occlusion parfaite et parfois il sera intéressant de compléter le traitement par des thérapeutiques alternatives telles que la sophrologie ou la relaxation. Et troisièmement, pensez à aller consulter un ostéopathe après une intervention chez votre chirurgien dentiste. Alors merci à Étienne de nous avoir fait découvrir cette spécialité passionnante. Merci toujours à Pauline Bussy pour le montage de l'épisode. Et le meilleur pour la fin, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt et surtout les amis, prenez soin de vos dents. Dans tes dents.